Eh bien, ce que je vous propose, c'est que avant d'aller parcourir les étoiles dans un vaisseau spatial avec Chewie en personne, eh bien, je vous propose de parler de quelque chose de beaucoup plus mystique, de beaucoup plus mystérieux. Mais pour cela, il va falloir que j'arrête de parler et que je donne la parole à Raphaël. Alors, on va commencer ensemble du coup cette émission avec un petit sujet. Au fur et à mesure des émissions et des chroniques, je me suis un petit peu plus tourné vers un thème plutôt historique. La dernière fois, du coup, ensemble, on avait évoqué un peu le passé de Miyamoto Musashi, qui était l'un des plus célèbres escrimeurs au monde, en tout cas au Japon, et au Japon du XVIe siècle. Et bien, je vous propose de quitter le Japon de cette période pour plutôt la France du du XIVe, puisque ça c'est un siècle plus tard. On va parler d'un personnage qui va susciter beaucoup de mystères et faire quand même pas mal de débats. Alors j'espère qu'avec vous, on aura quelques débats, quelques échanges justement au cours de cette petite chronique, puisqu'on va parler d'un personnage qui s'appelle Nicolas Flamel. Alors déjà, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui. Alors, dites-moi tout. Nicolas Flamel, c'est un célèbre alchimiste du XVe siècle. Mais alors après, je t'avoue qu'il a surtout nourri énormément de fantasmes. On le retrouve également dans Harry Potter. Tout à fait. Et dans plein d'autres endroits dans le monde, en fait. Enfin, dans le monde, dans les œuvres de fiction. Voilà, la pierre philosophale. Oui, alors il y a un lien justement avec cette fameuse pierre philosophale. On y reviendra tout à l'heure, pour savoir un petit peu ses propriétés et ses vertus. Mais quand on parle justement de l'homme en question, Nicolas Flamel, c'est un petit peu comme notre dernière chronique, c'est-à-dire qu'on parle d'un personnage qui à la base est historique, mais a nourri quand même beaucoup de légendes, et notamment à travers des livres, parce qu'on va parler plus tard dans cette chronique d'un livre qui a vraisemblablement été écrit par lui, alors qu'on sait qu'aujourd'hui ce serait sans doute quelqu'un d'autre qui ait relaté les faits à sa place, donc c'est un peu compliqué, vous comprendrez historiquement, de pouvoir vérifier tous ces dires. Mais si on commence à parler de cette personne, on va d'abord dire une chose, c'est qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il est né, à vrai dire. Entre les années 1330 et 1340 à Pontoise. Alors, loin de nous l'idée d'un homme qui va être un vieux barbu, tout de suite l'image qui arrive dans nos têtes. À la base, c'est une personne quand même qui est issue d'une famille assez modeste. Alors, de ce qu'on en sait, encore une fois, il est en aucun cas prédestiné à devenir un grand alchimiste. Il apprend à lire et à écrire rapidement, puisqu'il parle un peu le latin et veut à la base écrire, du moins devenir écrivain. Et bien à cette époque, il faut penser que l'imprimerie n'a pas encore fait son apparition, c'est-à-dire que les écrivains ayant reçu le droit de recopier les ouvrages sont donc très demandés. Et pour ce faire, il devient donc un apprenti écrivain auprès d'un certain maître Gobert, qui possède quand même une influence assez certaine dans la région, et pour le domaine de l'écriture en tout cas. Alors, une fois son apprentissage terminé, notre Nicolas Flamel devient certes écrivain de plein droit, mais possède aussi une boutique, qui se nomme La Fleur de Lys. Alors aujourd'hui c'est une auberge, on peut la trouver facilement d'ailleurs, mais en somme, quand on résume le personnage, il est d'abord calligraphe, c'est-à-dire qu'il va retranscrire des livres, il peut aussi les relier et il va les vendre aussi. En fait, sa boutique, c'est une sorte de librairie, c'est un prémisse du métier de libraire. Il commença donc son travail auprès de la bourgeoisie commerçante de l'époque, en reproduisant de multiples écrits. Un jour, ou plutôt un soir, une nuit, Nicolas Flamel s'endort, à point fermé. C'est alors qu'il va faire le rêve de sa vie. Il aperçoit un ange tenant fermement un ouvrage conséquent, aux enluminures dorées, et curieux, il commença d'abord par l'ouvrir. Il aperçut des dessins de dragons et autres créatures, mêlés à des symboles qu'il n'a alors de sa vie d'écrivain jamais vus. Flamel essaye donc de le lire, mais en vain. Il se réveille et va garder pendant longtemps ce rêve dans ses pensées. Un beau jour, un homme rentre dans la boutique, assez vieux d'ailleurs, avec un livre à vendre. C'est avec stupéfaction qu'il repère, notre Flamel, les mêmes enluminures que dans ses songes. Intrigué, il l'achète donc à l'étranger, et l'ouvrage en question est écrit par un certain Abraham le Juif. Alors, un livre curieux qu'on ne sait pas vraiment quoi en penser d'ailleurs, car aujourd'hui, il fut sans doute laissé, on le pense, dans l'Espagne musulmane lors de la Reconquista, et l'œuvre en question est décomposée en 21 sujets, tous dessinés avec des symboles alchimiques que Nicolas Flamel ne comprend pas. Lorsqu'il fait connaissance de son épouse, Madame Pernelle, en 1370, ils vont tous deux essayer de déchiffrer, décoder l'ouvrage, sans réel succès, il faut l'avouer, malgré l'acharnement journalier du couple.
Et les alchimistes contemporains d'ailleurs ne vont guère lui apprendre davantage sur le sujet qu'il ne savait déjà. Mais alors, lui vint une idée. Nicolas Flamel se met à la recherche d'un juif, pouvant l'aider en tout cas dans son travail. Hélas, nous sommes, je le rappelle, sous Philippe le Bel, et les communautés juives sont discrètes car elles ne sont pas du tout tolérées. Déçu, Flamel envisage de faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, et emmène une copie du manuscrit avec lui. Là-bas, il va faire la connaissance d'un médecin, Maître Canche, à qui il montre d'ailleurs une copie du manuscrit. Et ce dernier se montre d'ailleurs très intéressé. Il éprouve un grand intérêt pour l'œuvre et décide de partir avec Flamel voir l'original qui se trouve à Paris dans sa boutique. Sur le trajet, il lui explique les fondements de l'alchimie et peu à peu, c'est vrai, Flamel commence à avoir des préceptes alchimiques. Malheureusement pour lui, la santé de son ami et mentor alchimique se dégradant de jour en jour, au fur et à mesure d'ailleurs qu'ils remontent ensemble le pays, en direction de Paris, Maître Canche meurt à Orléans. Il ne verra donc jamais le manuscrit en question. Bien, on va marquer une petite pause. Pourquoi ? Parce qu'avant d'aller plus loin dans le récit, on va parler ensemble de l'alchimie. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que l'alchimie, et ensuite, on verra, on va essayer de se poser la question quel est son but. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu ce que c'est que l'alchimie ? Déjà, première vue. Oui. Dis-moi, Maxime. Pour moi, c'est l'histoire de transformer des choses en autre chose, plus ou moins. C'est la transformation de la matière ? Ouais, c'est ça. Oui, il y a en grande partie, on a affaire à cela. Le but de l'alchimie, comme vous l'avez dit, c'est de transformer ce qu'on appelle des métaux vils en métaux purs. L'alchimie, elle se réalise, d'ailleurs, on l'appelle à travers 3 grandes œuvres. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il existe ce qu'on appelle l'œuvre noire, puis l'œuvre blanche, et enfin l'œuvre rouge. Ce qui est hyper classe, oui, déjà comme titre, je trouve. Dit comme ceci, puisque ça s'appelle, ce qu'on appelle, le tout s'appelle le grand œuvre. Et qu'est-ce qui peut faire que l'on va créer un grand œuvre ? Eh bien, on va créer une certaine chose que l'on a parlé tout à l'heure, la célèbre pierre philosophale. Tout à fait. Alors, si on les prend séparément, notre alchimiste qui désire avoir la pierre philosophale, ça ne va pas se faire en un jour. Il va falloir compter plusieurs mois. Et encore, certains se comptent même par année. L'œuvre noire, la première d'ailleurs, c'est ce que l'on appelle, c'est une phase de séparation et de dissolution. 3 ingrédients sont essentiels pour cela. À chaque fois, il faut un métal, il faut un minerai et il faut un acide organique. Et oui, alors on peut prendre du plomb, tout comme on pourrait prendre du soufre, etc. Les 3 grands ingrédients de l'alchimiste notamment sont dans l'ordre le soufre. Ensuite, on a le mercure et puis la dernière chose, le sel. Oui, le sel, oui. Tout simplement. Puisque chacun, quand on regarde l'alchimie, c'est très compliqué à apprendre et à comprendre surtout, mais chacun de ces éléments est relié soit à l'homme, à la femme, ou à ce qu'on appelle un côté hermaphrodite. Il est même allié à l'esprit, au corps ou à l'âme, et tout ceci est décomposé, et beaucoup d'actes, d'œuvres alchimiques, des traités ont été réalisés. Après, est-ce qu'ils nous ont été retranscrits ? C'est un peu compliqué parce que même si l'Église catholique est un petit peu plus bienveillante envers ses écrits plutôt que notamment celui sur la magie, etc., on a souvent quelques réprobations, mais on va pas avoir des bûchers qu'on pouvait avoir pour les sorcières, etc. Pourtant, aujourd'hui, on imagine un peu l'alchimie comme de la magie. Oui, c'est pas comme s'ils avaient dit que la Terre était ronde, quoi. Enfin, oui, non, c'est vraiment quelque chose de différent. Même si, en soi, de près ou de loin, ça va quand même influer sur le dogme. C'est surtout au 19e siècle où l'Église va surtout sévir envers ceux qu'on appelle les obscurantistes, parce que les alchimistes en faisant partie à ce moment-là pour eux. Alors, si on revient sur notre cher Nicolas Flamel, une fois que l'on a cette œuvre noire, on a aussi une œuvre blanche, qui est le résultat de l'œuvre noire. C'est-à-dire que c'est une sorte de recette que vous allez suivre sur des mois, puisque si l'œuvre noire était une phase de séparation et de dissolution des ingrédients, l'œuvre blanche, elle, c'est une phase de purification, de lavage. Donc, petit à petit, on va raffiner, si vous voulez, pour arriver à la dernière œuvre, l'œuvre rouge, c'est la dernière phase, et c'est celle que l'on appelle de l'union des éléments purifiés, et cela va donner, par exemple, du cuivre purifié, de l'argent ou bien de l'or. Et ce que l'on appelle le grand œuvre achevé, lorsque l'on broie le dernier de ces résultats, l'œuvre rouge, on va obtenir une petite poudre, appelée une poudre de projection, et la base de ce que tout alchimiste rechercherait donc, la pierre philosophale en soi.
Si l'on reprend notre récit maintenant, une fois rentré dans sa boutique, notre Nicolas Flamel va donc travailler sur le manuscrit avec les bases que lui a enseignées Maître Canche. Cela ne se fait pas en quelques jours, comme on l'a dit, loin de là, puisqu'apparemment notre personnage met près de 2 ans à avoir un miracle. Puisqu'il se produit, d'après ses dires, je le cite dans son livre, « La première fois que je fis la projection, ce fut du mercure, dont j'en convertis demi-livre ou environ en pur argent, meilleur que celui de la minière, comme j'y ai essayé et fait plusieurs fois. » Cette fois-ci donc, notre Flamel, si on a suivi ce qu'on a dit à travers les différentes œuvres, est arrivé à la 2e œuvre, c'est-à-dire qu'il a changé du mercure en argent pur, de l'élixir blanc. Il a donc progressé rapidement. Grâce à cette expérience réussie d'ailleurs, il touche de près à son but. Plus loin dans son livre d'ailleurs, c'est 3 mois plus tard que Flamel achève son parcours d'alchimiste en réussissant l'œuvre dite rouge et réussit à créer de l'or pur, sous ces termes, meilleur très certainement que l'or commun, plus doux et plus ployable d'ailleurs. À travers cette réussite, cela veut dire que Nicolas Flamel aurait donc réussi à créer la pierre philosophale. Mais avant de poursuivre ce récit, on va parler d'abord du fait que cette pierre philosophale, elle est recherchée par tous les alchimistes, et notre Nicolas Flamel ne serait d'ailleurs pas le premier à l'avoir trouvée, ni même le dernier. Effectivement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre histoire d'ailleurs, on a des personnes qui se sont révélées, qui se sont prétendues être alchimistes, et au fur et à mesure du temps, ces personnes ont été soit désavouées, soit on a trouvé justement leurs trucs et astuces. En grande majorité, ces alchimistes qui auraient trouvé la pierre philosophale, on peut en citer quelques-uns comme Delille, de son nom, eh bien ce sont des faux monnayeurs tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser chez eux notamment de l'argent, et c'est comme ceci qu'ils deviennent riches et qu'ils entretiennent cette rumeur d'avoir créé la pierre philosophale, source de richesse pour beaucoup d'entre nous, en tout cas dans l'œuvre de fiction que l'on pourrait lire, car l'alchimie a été beaucoup retranscrit à travers des éléments de cinématographie, on en parlera tout à l'heure, mais aussi de littérature. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'œuvre littéraire qui a fait reconnaître l'alchimie, en tout cas remis au goût du jour, c'est l'œuvre de Marguerite Yourcenar, l'œuvre noire. L'œuvre au noir plutôt, pardon. Et donc là, le public va redécouvrir, au début du siècle dernier, l'alchimie. Alors, grande question, puisqu'on y arrive maintenant, pour vous, la pierre philosophale, à quoi sert-elle? Parce que c'est vrai qu'on lui donne beaucoup de vertus, de propriétés. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes? Changer les métaux en or? Oui, alors c'est une des 3 principales. Là, on va changer les métaux vils, comme on a parlé, en or ou encore en argent, ou du cuivre, c'est aussi possible, mais le plus souvent, on a en tête l'or parce que c'est affilié à la richesse, effectivement. C'est un premier point, mais il y en a 2 autres principaux. Elle donne la vie éternelle. Alors, elle donne, effectivement, on a dans nos esprits le fait que cette pierre philosophale donne la vie éternelle, elle vaincrait donc la mort, et en fait, plus particulièrement, elle guérirait aussi les maladies. Donc, on va prolonger la vie en soi, et à travers, on y voit peut-être même l'immortalité sur plusieurs années, voire même des centaines d'années. Peut-être que la personne qui la détiendrait alors serait, en tout cas, défierait la mort au fur et à mesure du temps que les siècles passent. Il en reste une dernière. Je sais pas, l'amour peut-être? Ce n'est pas par rapport à l'amour en question, il n'y a pas de lien avec le sentiment, c'est plus physique. Là pour le coup je sèche. Ouais, je sais pas. Aussi, je pense que Maxime, tu peux trouver, si on parle un petit peu plus d'œuvres littéraires, la notamment, transformation physique d'une personne. Voilà. Ramener Et les ça, morts ça a à la un vie. nom, ça. Ça a un nom. C'est la transmutation. La transmutation, effectivement. En fait, on pensait que la pierre philosophale avait la capacité de créer la vie, et notamment de créer les homoncules. Les hommes. Tout à fait, ce qu'on appelle les homoncules. Et grâce à cela, on pourrait créer des petits êtres plus petits, et on pourrait donc créer la vie à travers aussi la pierre philosophale, tout à fait. Petits êtres dans les fioles. Oui, exactement. Alors par contre, comme je le disais tout à l'heure, les citations qui sont rapportées dans le livre de Nicolas Flamel sont apparemment, c'est ce qu'on a pensé pendant longtemps, les siennes. C'est lui qui aurait donc écrit sa propre vie, une sorte de biographie. Mais ce discours, il a été rédigé par vraisemblablement d'autres tierces personnes. C'est-à-dire que c'est compliqué pour un historien, notamment de savoir si tout ceci est vrai,
c'est compliqué car aucun fait avéré n'a été trouvé. Toujours est-il que si on suit la fin de la vie de notre Nicolas Flamel, eh bien à partir de 1382, donc il aurait aux alentours d'une 50aine d'années, il devient très riche. Alors, certains pensent que cette incroyable richesse, d'ailleurs, proviendrait de sa librairie, très demandée à l'époque. Pour d'autres, il a réellement créé la pierre philosophale, symbole d'un pouvoir mystique, celui qu'on a dit de l'immortalité, ainsi que de la transmutation à volonté. Notre Nicolas Flamel va mourir. Et oui, c'est quelque chose qui, normalement, on devrait s'y attendre. Pourtant, on se dit, ah, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la pierre, alors. Est-ce qu'il a été tué par son jeune apprenti ou pas? Justement. C'est vrai que la question meurt le 22 mars 1417. Sa maison ainsi que sa tombe vont être pillées pour découvrir le fruit de ses recherches, mais en vain. Et tu as raison de parler de son disciple, car son disciple va continuer ses travaux, ses recherches sur l'alchimie à travers le livre que l'on a malheureusement aujourd'hui perdu de vue, son livre qu'il a utilisé, le parchemin d'Abraham, le parchemin ou le livre d'Abraham le Juif. Eh bien, la dernière fois qu'on l'aurait aperçu, ce serait vraisemblablement dans les mains de Richelieu, et puis ensuite plus de traces. Ah oui. Eh oui. Bon, pendant des années et des années, les alchimistes vont tenter au fil des siècles de marcher sur les pas de cet homme sans, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, réussir à dépasser le stade de la théorie. Alors, de nos jours, le cas Nicolas Flamel passionne encore. On en a quelques idées, par exemple, on peut parler, comme on l'a dit avant, de Full Metal Alchemist, parce que la pierre philosophale est relatée, c'est l'ensemble, c'est la trame du manga pendant tout son... Oui, voilà, pendant toute son écriture et sa publication. Mais on l'a aussi, on le retrouve, cette pierre philosophale et la notion un peu de Nicolas Flamel dans d'autres bandes dessinées que vous connaissez sans doute. Certaines, alors moi j'ai adoré celle que j'ai lue quand j'étais assez petit, celle notamment sur Picsou qui se lance dans une de ses ça me dit quelque chose, j'ai dû ses aventures dans la recherche de la pierre philosophale. Et dans cette histoire en question, Picsou la retrouve, mais il la retrouve en Crète. Il la retrouve d'ailleurs dans le labyrinthe du Minotaure. Oui, on retrouve. Oui, tu l'as lu? J'ai lu, j'avais Picsou Magazine à l'époque. Mais on le retrouve aussi dans une autre bande dessinée que vous connaissez qui s'appelle Les Schtroumpfs, puisque Gargamel veut créer la pierre philosophale à travers les Schtroumpfs aussi. Tout à fait. Et oui, c'est vrai. Et puis, on va terminer avec un classique, puisqu'avec Marc, on l'a vu il y a quelques jours. Notre Nicolas Flamel aussi se retrouve dans une série, une saga très reconnue des années fin 90, début 2000, Harry Potter. Notamment dans Harry Potter. Voilà, à l'école des sorciers, Flamel est mentionné. Et la pierre philosophale qui est l'autre nom du film. Tout à fait. Eh bien, notre Flamel serait encore en vie dans ce Harry Potter. Et si on... grâce à la pierre philosophale, si on voulait compter aujourd'hui, qui sait, il aurait donc 690 ans. Et oui, c'est pas rien. D'ailleurs, on le voit dans Les Animaux Fantastiques 2. Oui, c'est vrai. Ensuite, on le retrouve dans Les Animaux Fantastiques, il fait une apparition et la pierre philosophale y est aussi présentée. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le personnage. Alors, on va pas parler, j'ai pas parlé beaucoup d'alchimie parce que il y a autant d'alchimie qu'on en a retrouvé dans différents lieux géographiques. D'abord, faut savoir qu'on est en premier dans les terres musulmanes. Ensuite, on va avoir ça en Inde, on va avoir ça en Asie. Donc, c'est compliqué d'essayer de définir une seule alchimie, alors qu'il y en a beaucoup. Le principe étant simple, c'est celui du raffinage, comme on l'a dit tout à l'heure, de la transformation, de l'œuvre noire, blanche, rouge, qui généralement est décrite dans beaucoup de ces alchimies. On peut ajouter une certaine œuvre jaune qui, elle, est une œuvre intermédiaire qui va davantage étayer ce que fait l'alchimiste dans ses préparations afin de rechercher la tant espérée œuvre rouge avec cette union des éléments purifiés, notamment de l'or. Alors je sais pas si vous avez des questions, si vous avez des réactions par rapport à ça. Du coup, moi j'ai pas trop compris. Est-ce que du coup c'est vraiment quelque chose de mystique ou est-ce que vraiment on parle de science ou un mélange des deux? En fait, on a dû faire des découvertes avec l'alchimie, et notamment des découvertes qui à l'époque pouvaient paraître très énigmatiques et pour certains peut-être même de la magie, car les phénomènes sont assez inexpliqués au fur et à mesure de l'histoire se passe. Pardon ? C'était de la chimie, quoi, globalement. Oui,
Dedans, il y a de la chimie, c'est effectivement. C'est-à-dire on va essayer de transcender la matière pour pouvoir en faire autre chose. C'est des réactions chimiques qu'on va découvrir au fur et à mesure, notamment du Moyen-Âge, et c'est quelque chose qui va se continuer dans l'époque contemporaine. En fait, on commence à connaître petit à petit les matières en question. On va commencer à mettre en réaction des pyrites de soufre. On va essayer comme ceci de moduler avec des acides, souvent en majorité des acides végétaux, dans le but de pouvoir dissoudre les impuretés pour avoir un liquide qui provient d'un minerai assez parfait. Puis on va comme ceci essayer on va faire des expériences. Et d'après ce que j'ai recherché, ces expériences, elles se font sur des longues périodes. On compte en mois, voire même en années, avec plus ou moins des résultats. Et les résultats qui sont escomptés, ils vont être analysés de manière différente en fonction des personnes. Donc c'est compliqué pour un néophyte, et ne serait-ce que aussi pour moi qui en connais peu de choses de ce qu'on en a aujourd'hui récupéré, ou en tout cas de ce qui nous a été retransmis. C'est quelque chose qui fait partie des activités un petit peu mystiques qu'on a du mal à analyser, on a du mal à comprendre. Souvent ça passionne les personnes parce que ce qui est inexplicable, forcément va attirer l'attention. C'est la curiosité qui va faire que on va essayer de s'intéresser à ça, et le rationnel va être moins intéressant, ou en tout cas on a fait le tour des questions rationnelles, on a fait le tour d'un sujet, on connaît à peu près on maîtrise une œuvre en question, et on va essayer de passer à autre chose. D'accord. Eh ben merci Raph, c'était une fois de plus extrêmement très intéressant et très fourni comme explication. Merci à toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Quelqu'un veut rebondir un petit peu sur l'alchimie ou pas Pour le coup non, mais effectivement l'œuvre principale moi qui me vient en tête, c'est effectivement Full Metal Alchemist. Full Metal. Ouais. Avec son principe d'échange équivalent qui est finalement et c'est expliqué dans un chapitre entier, c'est vraiment tout est un et tout. C'est dans le sens, c'est cette espèce de principe à la fois scientifique et un petit peu mystique du fait que finalement tout est partie d'une composante plus globale. Ce qui est finalement vrai, dans le sens où rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Et dans le sens, c'est les débuts un petit peu de la chimie, et puis de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on peut se dire, c'est que sans l'alchimie, il y aurait pas de chimie. En fait, dans alchimie, il y a chimie. Dans tous les cas, toutes les sciences au départ, ça devait ressembler à un gars un peu fou qui tente des trucs et des fois ça marche. Ouais, et qui fait une sorte de magie bizarre, quoi, en fait. C'est ça. Comme dirait l'autre, la magie, c'est de la science qu'on n'a pas encore comprise. C'est ça. Ou n'importe quelle technologie suffisamment avancée sera toujours considérée comme de la magie. C'est ça. C'est ça. Et puis on a toujours un petit peu une logique. Enfin, les œuvres qui ont été retransmises dans l'alchimie, on a un homme qui s'appelle Zosime, qui va essayer de détailler un petit peu en quoi est-ce que ça peut s'apparenter à faire de l'alchimie. On a les principes d'œuvre noir, blanc. Alors je vous ai parlé du jaune aussi tout à l'heure, et du rouge. En fait, c'est un procédé qui va mener à un aboutissement, et donc du coup peut-être de l'argent, peut-être de l'or. En tout cas, pour lui, par exemple, ce qu'il voit, c'est que la première l'œuvre noire, c'est ce qu'il appelle la calcination. On va comme ceci mélanger, et on va essayer de faire brûler. Calcination, puis ensuite l'œuvre blanc, c'est le lessivage, puis le jaune s'intercale entre le blanc et le noir parce que c'est ce qu'il appelle la sublimation, et normalement on arrive au rouge, l'incandescence. C'est souvent pourquoi on montre une pierre philosophale rouge, une pierre de sang, une pierre vraiment incandescente aussi. Pierre incandescente. Voilà, ça rappelle certaines séries. Notamment la pierre incandescente, on se dit c'est peut-être le Graal, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs qui se retrouvent comme quoi tout est lié, encore une fois, bien évidemment. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.